arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, c'est une émission un peu particulière. Déjà, je renoue le dialogue avec Marina Dehac, qui était déjà venue en 2023 dans le cadre du festival Cinéma du Réel. Elle y présentait un film qui s'appelle encore Navire Europe. Et on avait comme ça dialogué pendant très peu de temps d'ailleurs, une vingtaine de minutes, je crois 20-23 minutes, ce qui était assez frustrant. Mais bon, en tout cas, on avait dialogué et on se connaissait un petit peu avant parce que voilà, on avait eu des échanges par rapport dans le cadre d'un autre festival qui est les rencontres cinématographiques de BGS. Je crois que c'était pour ton film Poursuite, si je me trompe pas et si j'ai bonne mémoire. Et tu reviens parce que tu as un autre film. Le film s'appelle La Nuit. Et on va dire un peu les choses comme elles sont arrivées. Tu m'as contacté, tu m'as dit voilà, il y a un film, je l'ai fait, j'aimerais bien que tu le vois. Il est un peu spécial, il est atypique. Bon, moi, ça me parle. Dès que c'est spécial et atypique, je veux voir. Et je crois que dans le retour que j'ai pu te faire, qui est un retour un peu flou, parce que je savais déjà ce que je voulais faire. En gros, je voulais que tu viennes ici pour parler de ce film. Donc, c'est ce que je t'ai proposé. Et il s'avère que le film, pour l'instant, il va être programmé. Les informations, on les donnera un peu plus tard, d'ici quelques jours, quelques semaines. Et voilà, je crois que c'est un super teaser ce que je suis en train de faire. Les gens vont commencer à me dire que ce film, en tout cas, ce film s'appelle La Nuit. C'est un moyen métrage, comme on dit, et c'est réalisé par Marina Dehac. Et Marina est là pour une conversation de 45 minutes autour de ce film, et peut-être des digressions, mais on reviendra toujours à ce film. Ma première question, tu la connais, je la pose à tous mes invités. Comment vas-tu ? D'abord, je suis très contente d'avoir cet échange avec toi. Je me suis mis un peu d'anti-cerne pour que ça se voit pas à l'image, puisque quand même on parle d'image. Ça va très bien. Ça va très bien dans un contexte qui est quand même très 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 particulier, qui est celui de aujourd'hui. On est le 3 mars, d'un monde un peu étrange pour dire le moins et assez menaçant. Donc l'endroit où on est, nous, il est très en sécurité, très protégé. Donc, de ce point de vue-là, je suis obligée de le dire parce que je trouve qu'on ne peut pas penser une pratique aujourd'hui sans avoir ça en tête. Mais le rapport au cinéma, globalement, s'en ressent aussi. À part ça, moi, ça va très bien. Quand tu dis le rapport au cinéma s'en ressent aussi, les répercussions, c'est-à-dire qu'on peut, de là où nous sommes, parler de je ne sais quel sujet, je ne sais quelle ambiance, je ne sais quel genre même cinématographique. Si on est réellement cinéaste, c'est-à-dire quelqu'un ou quelqu'une qui juste voit et qui essaye de comprendre ce monde, est-ce que tu penses qu'on ne peut pas faire fi de ce qui nous entoure aujourd'hui ? Je dis ça parce que on va parler de La Nuit et je pourrais peut-être me poser cette question, comment le film La Nuit, dans quelles conditions ce film est venu à toi et comment ensuite tu l'as matérialisé à face un scénario. Et si je dis venu à toi, parce que ça parle un peu de ça aussi dans le film. Je réponds en général et puis je réponds pour La Nuit. Je t'en prie. En général, je pense que ça dépend énormément des gens. Moi, j'ai l'impression qu'on peut pas faire fi de ce qui se passe à l'extérieur, ce qui est pas la même chose que de dire que ça devrait être littéralement dans les films. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans le monde comme tout le monde et que on est imbibé de tout ce qui se passe et qu'un film, s'il est dans une bulle complètement coupée de tout ça, de manière générale, il peut pas être très intéressant. En revanche, ça peut passer par des chemins apparemment qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. En fait, on va parler directement du film du coup parce que c'est une question de hantise. Je dirais, on est dans le monde, il s'y passe des tonnes de choses qui nous touchent plus ou moins directement. En France, aujourd'hui, dans un milieu relativement favorisé, c'est-à-dire où on n'a ni faim, ni froid, ni on a un toit sur la tête, et où on n'est pas menacé de perdre sa nationalité ou des choses comme ça, directement, on peut pas dire qu'il y ait un problème massif. En revanche, l'inquiétude
l'inquiétude qui, je pense, commence à hanter le monde entier, évidemment, elle nous hante aussi, et ça peut être sur des choses beaucoup plus spécifiques. Et ça imbibe sa pratique, ça imbibe le regard. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et que ne pas avoir le regard pas abîmé, pas, je veux pas dire contaminé parce que ça aurait une teinte péjorative. Je pense que c'est pas du tout péjoratif que le regard soit atteint par ça. Heureusement qu'il l'est. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas avoir ses obsessions, ses recherches à soi, etc. Mais je crois que c'est impossible qu'à un endroit ou à un autre, ça dialogue pas, ça soit pas pour eux, quoi. Et pour la nuit, dont le récit est apparemment totalement délié de tout contexte, disons, socio-politico-économique concret. Alors, d'abord, pour moi, il ne l'est pas du tout parce qu'il y a un... En fait, je pense que tout film, on le situe quelque part. La nuit, en l'occurrence, c'est classe moyenne en province. Et la classe moyenne, petite classe moyenne en province, et petite classe moyenne, ça raconte déjà énormément de choses, y compris la manière dont elle peut être séparée du monde, y compris de la manière dont elle peut être prise dans une bulle. Donc, le décor dans lequel les personnages vont évoluer raconte quelque chose du reste de leur monde à eux et de leur position dans ce monde à eux. Donc, par rapport au reste du monde. Et en fait, tout ce qu'on voit pas raconte aussi des choses pour autant que ça soit pris en compte. En tout cas, pour moi, ça fait vraiment partie du travail. Ce qui répond pas directement à ta question de comment l'idée du film m'est arrivée. C'est un film qui a une très longue histoire, beaucoup plus longue que la durée du film lui-même. Arrête-moi hein, si tu veux que je sois plus précise sur quelque chose, mais l'idée du film, elle date d'il y a plus de 15 ans. Et dans une logique de long métrage, et elle date du souvenir que j'ai eu de la lecture d'un roman de vampire qui s'appelle Mademoiselle Christina, qui est de Mircea Eliade. Mircea Eliade, c'était un auteur mystico-fascisant roumain qui ensuite a émigré aux États-Unis. Je suis obligée de dire qu'il était fascisant et en même temps, il avait une pensée de la libération personnelle qui était absolument passionnante et qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup ému, touché, troublé. Et Mademoiselle Christina, c'est un roman qu'il a écrit en transe, en 3 semaines, et Alors, qui raconte... et j'en suis désolé. Parce que je suis pas comment dire, je ne connais pas trop l'œuvre de Mircea Eliade, mais je crois qu'il y a un rapport avec le mythe chez lui. Je pense que le mythe est un élément important chez lui. Oui, parce que j'avais lu. Alors je dis ça, mais je vais pas faire le kéké très longtemps, hein, parce que je me souviens d'un texte. Et voilà, on est chez Microciné. Si je parle pas de Serge Danet, c'est qu'on n'est pas chez Microciné. Il y a un texte, un fameux texte de Serge Danet, tu sais, sur Paris, Texas, il était une fois en Amérique, et très beau texte d'ailleurs. Et dans ce texte, il parle des mythes et il convoque Mircea Eliade pour parler du mythe. Donc c'est pour ça que ça m'a. Voilà. Je referme la parenthèse. Eh ben, c'est tout à fait ça. On est complètement dans le mythe et en l'occurrence, ce roman, à mon sens, touchait quelque chose de la pulsion sexuelle et de l'effroi de la pulsion sexuelle pour un homme face à une femme qui le veut. Et ça m'a énormément touchée et dans le rapport au fait que ce désir vienne depuis l'autre côté de la vie en quelque sorte, c'est-à-dire du côté de la mort. Que vraiment cette association en fait ultra classique du désir et de la mort, du sexe et de la mort, sauf que c'était mis en forme dans une construction de récit où le désir de la femme, la vampire, Mademoiselle Christina, était ultra présent. Et c'est un film que j'ai absolument voulu faire, pas une adaptation directe, je voulais pas du tout faire un film de vampire, mais quelque chose dans le contemporain de cette place du désir et de l'effroi qu'il peut provoquer et de l'effroi pour soi et pour l'autre et du vertige en fait. Et j'ai commencé à travailler à ce projet donc il y a 15 ans. Ça a été développé en long métrage, il y a eu un certain nombre d'étapes, de partenaires de production. Il y a eu un moment un partenaire de production c'était assez fascinant parce que ça raconte aussi quelque chose du projet qui
qui adorait le projet, qui adorait mes films précédents et qui a voulu qu'on le réécrive pour le faire mieux aboutir et qui, en le réécrivant, voulait qu'on enlève tout ce qu'il y avait de sexuel dedans. Alors c'était fascinant puisque c'était le centre, le sexe. Ça m'a appris pas mal de choses sur la question de la production actuelle. Donc ça s'est pas fait. Moi, c'est un projet que j'arrivais pas à laisser tomber. C'était une histoire dont je voulais qu'elle existe symboliquement, comme objet artistique. Et il y a eu le confinement. Enfin, il y a eu plusieurs étapes comme ça. Et pendant le confinement, je me suis dit, en fait, il faut juste que je m'installe sur une chaise, que je me filme en train de raconter cette histoire. Et de là, de manière un petit peu plus élaborée, est arrivé le projet de la nuit tel quel. C'est-à-dire quelque chose entre le fait de raconter et le fait de voir. Et qu'est-ce qu'on choisit de voir, par quels éclats, et qu'est-ce qu'on choisit de raconter, et comment ça peut faire émerger un monde et produire de la hantise. Et ça faisait sens puisque le personnage n'est pas un vampire dans le film, mais est une revenante. Donc le thème de la hantise, il est complètement central. Une revenante qui se prénomme Ariane. Une revenante qui se prénomme Ariane, absolument. Mais je comprends maintenant pourquoi le film est baigné d'une voix off qui est ta voix off maintenant. Je comprends mieux. J'allais te poser la question, mais tu viens d'y répondre sans le savoir. C'est le fait que tu t'es, pendant le confinement, si je ne me trompe pas, filmé en train de raconter l'histoire. En fait, c'est logique que ta voix off soit la tienne. Je l'ai pas filmé, j'ai pas fait. Mais il y avait ce truc de mais quel cinéma on va encore pouvoir faire, et que finalement quelque chose du geste cinématographique, c'est l'enregistrement, et donc j'ai eu cette envie, cette idée, et puis ensuite ça s'est élaboré parce que quand même ça donnait envie de faire un petit peu plus, mais c'est vrai que ça procédait de là. Et ça procédait aussi du travail sur Navire Europe, donc que tu connais, où la voix off est assez présente, et le travail associatif avec des images et la voix off. Enfin, le Navire Europe, pour moi, ça a vraiment été une matrice. Donc l'un dans l'autre, ça a produit ce désir-là, et au moment de fabriquer effectivement la nuit. La voix off, on l'a refaite 10 fois, elle a été réécrite 10 fois, donc elle date pas du tout du confinement sur ma chaise, mais le geste inaugural, effectivement, c'était ça. C'est-à-dire que quelque chose de l'appropriation du récit par la voix, et comment la voix vient faire résonner des choses. J'ai l'impression que... mais c'est ce que tu disais aussi, c'est que il faut savoir que le film commence donc par... ta voix est en train de lire. C'est comme si c'était le scénario qu'elle nous lisait en même temps que le film se déploie. Et puis, il y a d'autres expérimentations. J'ai l'impression, tu l'as très bien dit, tu as dit, c'est quoi voir, comment on voit, qu'est-ce que c'est que voir, et d'où l'on est pour voir les choses. Et j'ai l'impression que le film épouse cela, c'est-à-dire comment je dois raconter cette histoire. Je peux la raconter de cette manière, c'est-à-dire je donne aux spectatrices, spectateurs l'idée même du scénario, c'est-à-dire qu'on lit le scénario, on voit, où je vais filmer de cette manière, où je vais filmer un tel, où je vais filmer comme ça. Et j'ai l'impression que c'est une question que n'importe quel cinéaste se pose, certes, mais elle est assez prononcée dans ce film. Elle est ultra prononcée dans ce film, puisque vraiment c'est sa structure même de l'interroger. Je dirais qu'elle est de plus en plus prononcée pour moi dans les films en général, enfin dans le désir de faire film, et même mon désir de spectatrice aussi, parce que ça vient interroger. C'est pas seulement comment on va montrer ça, je crois que le comment, il procède du pourquoi. C'est d'abord pourquoi on va montrer ça. Quel sens a ce geste de mettre des comédiens qui simulent quelque chose, et pourtant c'est le geste de cinéma que j'ai adoré et que je continue d'adorer. Donc mais son sens devient pour moi de plus en plus fragile, et devant de plus en plus être justifié. En tout cas, trouver une justification autonome, forte, pour me faire accepter, spectatrice, d'être devant l'écran et d'entrer dans ce qui va se dérouler sur l'écran, ou réalisatrice, pour me donner la force, le désir, le moteur, pour mettre ça sur l'écran,
pour faire le travail qui va aboutir à ce qui est ça sur l'écran. Et donc, ce pourquoi, il a à voir avec la convention du qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette salle à regarder quelque chose, c'est quoi le contrat passé avec vous, spectateur, vous savez que vous êtes devant un film et qu'est-ce qu'on fait de ce savoir, qu'est-ce qu'on fait du fait que bah oui, je vais vous raconter une histoire, mais au nom de quoi, pourquoi vous vous y intéresseriez finalement, et je trouve que ça, c'est une question qui se pose vraiment à chaque film. Alors elle se pose pas explicitement comme ça, mais il y a ce truc de qu'est-ce qui fait que je vais accepter de rentrer dedans ou pas. Moi, en tout cas, comme spectatrice, vraiment, ça joue à chaque film que je vois, quelque chose m'attrape ou pas. Et parfois, c'est vraiment de l'ordre de la fiction parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement incarné, la situation est tellement juste qu'elle réussit à me donner envie d'être là et à laisser la question de côté. Et donc, j'entre. Puis voilà, ça se déroule. Et je dirais que ça, c'est le cinéma classique, en fait, tel qu'il attrape quelqu'un et c'est merveilleux. Enfin, moi, c'est une expérience que j'adore, mais que je trouve de plus en plus difficile à croiser. Et puis, il y a une autre manière qui est de dire, je sais qu'il y a quelque chose de ce contrat qui est fragile aujourd'hui, parce qu'on voit tellement d'images, parce qu'on raconte tellement d'histoires, et j'ai besoin de trouver un chemin pour dire aux spectateurs, entrez avec moi dans cette histoire. On sait que le contrat est fragile, mais on va essayer de vous y tenir. Et on n'est pas dans la... Ça paraît très théorique comme ça, mais on va trouver un endroit où on est ensemble, de plein gré, à regarder cette histoire et à y croire. Et pour ça, il faut trouver une porte d'entrée. Une porte d'entrée, c'est plus qu'une porte d'entrée, un chemin tout du long du film, en fait, qui permette de tenir cette croyance en sachant que c'est une croyance en même temps. Et ça, très clairement, le film La Nuit joue là-dessus, et c'est la raison pour laquelle il commence par une lecture de scénario, parce que c'est en fait pas une lecture directe de scénario, mais par donner le sentiment d'une lecture de scénario pour dire voilà, on est dans l'artifice de la fiction. On vous le dit dès la première image, dès le premier mot, et puis ensuite, on va glisser plus ou moins près, plus ou moins loin de cet artifice, parce que le but, c'est que le film touche quand même. C'est pas du tout de rester dans un exercice d'artifice. Oui, mais alors attends, il y a 2-3 choses qui sont intéressantes dans ce que tu viens de dire et que... D'abord, je vais me permettre de lire 2-3 lignes pour contextualiser, pour poser la base, qu'on peut trouver du synopsis n'importe où, voire sur Unifrance. On va prendre Unifrance. Alors, moi, j'adore lire les synopsis et les déconstruire ensuite avec mon invité pendant toute l'émission. Alors, ça dit « Blanche, Damien et leurs enfants, c'est une fille et un garçon, déménagent. Blanche avait envie de changement. Damien rêve d'un accident, d'un visage de femme, puis il rencontre cette femme, c'est Ariane. » Délibérément, je vais m'arrêter là. Et il y a 2-3 choses. Le rapport à la fiction, c'est drôle, mais tu sais, moi, j'aime bien regarder les génériques de fin. Je reste toujours jusqu'au bout d'un générique de fin. Je trouve que c'est important, c'est fondamental. C'est comme si on me retirait la dernière page d'un livre, tu sais, d'une enquête policière. Et il y a quand même dans le générique de fin, tu précises bien, si vraiment je ne me trompe pas, que je me souviens bien, il y a les images de fiction et les autres images. J'ai trouvé ça intéressant, le fait que tu fasses la part de choses. Voilà, qu'il y a les images de fiction et les autres. Bon, ça, petit 1. Et petit 2, il y a une séquence que je trouvais extraordinaire dans le film. Tu parles de contrat. C'est la séquence où Damien, au tout début, Damien montre à Blanche, et je crois que c'est Damien, qui montre à Blanche et les 2 enfants via Google Maps le chemin. Et moi, je trouve ça génialissime. Parce qu'en fait, peut-être que le film, dès le début, nous dit le film va épouser le point de vue de Damien. Le chemin, c'est Damien qui le trace. Et les enfants et Blanche, c'est moi, quoi. C'est moi qui regarde mais je ne comprends pas trop pourquoi la cinéaste, donc en l'occurrence toi, insiste beaucoup sur cette séquence-là. Je me dis, si cette séquence-là, elle est là, ça veut dire quelque chose. Et j'aime bien, en fait, cette idée de virage constamment, parce que ça parle beaucoup de virage aussi dans ce film. Quand il rencontre Ariane, il apprend après plus tard qu'il y a eu un accident dans un virage, tout ça. Et j'ai l'impression que ce contrat-là, il est d'emblée dans cette séquence-là. C'est toujours pareil, les spectateurs sont plus intelligents que soi. J'y avais pas pensé comme ça.
Mais oui, il y a quelque chose d'une topographie, au sens littéral, tu vois, de la carte. Et la carte dit, c'est un peu comme un scénario, une carte. Effectivement, dit, bah, on va passer par ici, on va passer par là. Sauf que la carte Google Maps, c'est pas la chair. C'est pas Ouais, la c'est pas la réalité du matière. monde. C'est pas la matière, oui, c'est Donc, ça. c'est pas la matière. Donc, en fait, il y a rien à voir entre la carte et la matière qu'on se met à voir ensuite par les paysages, etc. C'est deux dimensions totalement différentes. Il y a aussi que Damien ne sait pas ce qu'il attend sur cette carte. Mais oui, il y a quelque chose effectivement comme le scénario à l'intérieur du scénario. Enfin, en fait, je peux que te dire oui, je suis d'accord. J'y avais pas pensé comme ça, mais c'était important que ça y soit. Sur la matérialité toute simple des choses, et en fait, cette espèce de monde, mais de monde en deux dimensions, tu vois, de l'aplat du monde, ça a aussi à voir avec le numérique, quoi. Enfin, ce truc on croit qu'on sait tout et puis en fait, on sait rien du tout. La chose se joue ailleurs. Et donc cette normalité, ce qui est devenu notre normalité de pouvoir toucher l'écran et dire bah voilà c'est là et c'est ça qui va se passer et en fait non. Et en fait le réel est ailleurs que ça. C'est ça qui m'importait et d'être du côté de la platitude et de voir comment cette platitude elle va acquérir une autre dimension. Quand tu écris cette histoire, dans ton processus de création, dans ta méthodologie d'écriture, comment cela se passe? Est-ce que tu les as déjà, ces images? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà vu, tu les as déjà en tête, ces images? Quand tu écris, est-ce que tu écris déjà en montant les fameuses images en devenir? Ou est-ce qu'il y a une espèce d'écriture automatique, tu ne sais pas trop où tu vas et tu fais confiance aux journées, au quotidien, en ton instinct? Ni l'un ni l'autre, enfin, ça dépend de quelles images tu parles, mais c'est ni l'un ni l'autre. Un scénario, vraiment, c'est et l'un et l'autre, c'est une construction parce que tu as besoin de construire une histoire. Enfin, disons, si tu choisis d'être du côté de la fiction relativement classique au sens du contenu du récit, et même si c'est pas le cas d'ailleurs, ça a besoin d'être construit. C'est pas du tout un truc aléatoire. Donc il y a des choses d'instinct, des images qui arrivent, mais par exemple celle de Google Maps, c'est pas du tout quelque chose qui était là d'office. Les images qui étaient là d'office, c'était plutôt les images sexuelles et c'était un travail sur l'extase en fait, un peu à la Sainte Thérèse de Lacan, Mmh. de ce visage de la perte ou de l'abandon ou de l'extase et l'effroi que ça peut provoquer. Donc il y avait quelques situations autour de ça qui étaient des points de repère pour moi. Et ensuite, c'est comment on construit, quel personnage il y a autour, pourquoi, ça vient de manière plutôt intuitive, quels sont leurs types de relations, et puis ensuite, c'est la construction active et pas du tout intuitive, enfin, qui est nourrie par de l'intuition aussi. Puis au fur et à mesure, des images viennent, et celles qui sont dans le film sont généralement très différentes de celles qui venaient, mais elles ont un écho ou une couleur assez proche. On cherche des équivalences, en fait. Parce que réussir à fabriquer exactement l'image qu'on voyait, alors soit il faut être extraordinairement maniaque, soit il faut être extraordinairement riche, soit les deux, enfin riche en cinéma, quoi. Donc c'est jamais tout à fait celle qu'on visualisait, mais on tend vers quelque chose qui était ce qui nous tenait à l'intérieur de ce qu'on visualisait. Mmh. Je, je, Et je... pas si, non, mais c'est parce que en fait, quand je posais cette question, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, il y a beaucoup de scènes où l'on voit des lieux, différents lieux. Je ne vais pas dire paysages, je vais vraiment dire des lieux, pour le coup. La voix off qui est souvent présente et puis le film progressivement, comment dire? Se dirige plutôt vers Damien et Ariane. De nombreuses scènes de sexe,
qui sont assez belles parce que il y a même un moment où on sent qu'ils sont ensemble, Ariane et Damien, mais on ne voit un moment que Damien, donc on se demande, mais est-ce qu'il est-ce qu'il se est-ce qu'il arrive à différencier ce qui est réel, ce qui ne l'est pas? Et puis le film finalement nous fait comprendre que ce personnage qui est censé ne pas être réel, Ariane, est réellement, comme tu le dis très bien, de chair. Donc il y a cette matière. Et je me suis posé la question euh, lors du tournage, voire même le travail que tu fais avec la photographie. Comment, comment penser faire en sorte que dans cette image, alors que les 2 acteurs, l'acteur et l'actrice, pardon, sont bel et bien là, je parle de Damien et Ariane, mais comment faire en sorte que dans cette image, on sent que l'un des 2 n'est n'est pas réel, même si on sent la chair. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, je suis assez clair, mais parce que moi, je l'ai ressenti. On les voit, on sent Ariane, elle est physiquement là, et en même temps, réellement, elle ne l'est pas. Et moi, j'aime bien. Comment tu as fait pour faire en sorte que ça puisse fonctionner, cela? Eh Est-ce que ben, sur les scènes c'était pas facile. Je peux te dire, c'était en fait, la chose la plus difficile à tourner du film et la plus difficile à penser en amont, pendant le tournage et pendant le montage, tout du long, c'était de tenir la présence sexuelle sur une espèce de crête qui soit à la fois hyper incarnée, c'est-à-dire il fallait que ça soit cul, pour le dire. Il s'agissait pas du tout d'être dans quelque chose d'allusif. Il fallait que ça soit investi vraiment d'érotisme, de désir. Il fallait que ce soit des images fortes, quoi, chargées de chair. Et en même temps, il s'agissait que ce soit absolument pas réaliste, des scènes de sexe réalistes au sens classique, puisque c'est un fantôme, c'est une revenante. Donc il y aurait eu une aberration à ce que ce soit du réalisme. Et ça voulait dire qu'il fallait trouver une ligne pile entre les deux. Donc ça, on en a beaucoup discuté en amont sur la manière, bon, évidemment, de tourner des scènes de sexe, parce que ça, c'est un enjeu. Ça a toujours été un enjeu et ça l'est encore plus en ce moment, mais à raison, sur comment faire en sorte que ce soit respectueux de tout le monde, etc. Mais ça, c'est une autre question. Sur le moment, en fait, il fallait trouver une forme de jeu qui soit une forme de jeu et de mise en scène, c'est-à-dire à quel endroit on place la caméra, qu'est-ce qu'on va filmer exactement, quel type de gestes les personnages vont faire dans le rapport sexuel, qui à la fois indique à quel point ils sont pris dedans, et à la fois ne soit pas dans l'hyper-littéralité d'une scène de sexe concrète. Il y a des scènes de sexe concrètes magnifiques au cinéma. Moi, vraiment, je suis très impressionnée par ça, etc. Mais c'était pas notre travail. Il fallait trouver cette crête. Donc, une des choses, c'était par exemple, c'est devenu presque un gag sur le tournage. Le comédien, super, vraiment que j'adore, Frédéric Noailles, et l'autre, la comédienne, c'est Anna Schmutz, qui a vraiment donné d'elle, et enfin, on a fait un travail qui était passionnant. Je les poussais parce qu'au début, ils peuvent être très timides sur la question de jouer une scène sexuelle. Donc, je disais non, c'est pas suffisant, c'est pas assez intense, on n'y croit pas, c'est trop mou, c'est pas assez concret, etc. Et donc, ils se mettaient à y aller. Et puis, je les arrêtais en disant non, là, c'est trop concret, non. Et donc, c'est devenu un peu un leitmotiv de, alors, concret ou pas concret? Concret au sens de, il faut que chaque geste ait l'air de correspondre à quelque chose de très concret. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans une figuration du sexe, mais abstrait au sens de le point qu'on essaye de toucher n'est pas le réel réaliste, c'est autre chose. Donc une espèce de stylisation de ça qui soit quand même habitée par, bon, on l'a cherché en tâtonnant, avec l'impression sur le tournage de parfois le trouver, donc on s'arrêtait, enfin voilà, que ça avait l'air de marcher. Et ensuite au montage, la question s'est reposée sans cesse, parce que plusieurs fois, je me suis dit, avec la monteuse, mais zut, je les ai pas fait assez loin, c'est pas assez concret, ça va pas, parce que je voulais que ça soit vraiment chargé d'une charge érotique forte pour que ça trouble le spectateur, et j'avais l'impression que ça le faisait pas assez. Et en fait, si,
mais il fallait trouver exactement de la même manière qu'au tournage le bon équilibre de montage pour que ça tende vers ça tout en restant du côté de l'abstraction. Parce que dès qu'on se mettait à être concret, enfin réaliste plutôt que concret, réaliste, il y avait quelque chose du récit qui s'écrasait complètement parce qu'il y avait un truc de ça n'a pas de sens. Ça peut pas être réaliste. Donc il fallait vraiment trouver cet équilibre. Et en fait, tu parlais des images de lieux que moi j'aime bien appeler paysages, mais en tout cas la matière du monde. Nous on les appelait les images extérieures. Et je dirais que c'est un regard sur la matière du monde autour. Elles se sont mises à jouer un rôle hyper important pour nourrir ces scènes de sexe, parce qu'en fait, l'idée c'était que la sensualité, la charge érotique, la charge désirante se loge tout autant dans ces images-là que dans des images de seins, d'épaules, de fesses, de visages habités par du désir, qu'en fait le désir se mette à être partout. Et du coup, la manière de filmer ces lieux, cette matière du monde, on s'y est repris plusieurs fois. Parce que c'est pas du tout évident. Juste un paysage, ça marche pas, quoi. Il fallait vraiment que ça soit chargé de ça. Donc c'est entre c'est comme s'il fallait qu'il y ait une charge érotique permanente dans et la manière de filmer et la manière de monter, mais pas forcément explicite, ou si elle est explicite, comme elle l'est quand même dans les scènes sexuelles dans le film, enfin explicite pas au sens de on voit pas des sexes à l'écran, c'est pas du tout pornographique, mais explicite au sens où évidemment on filme une scène de sexe, quoi. Pas réaliste au sens de on fait semblant de vous montrer la vraie scène. Non, c'est pas le cas. Je sais pas si ça répond un peu. En fait, je me disais, pratiquement au début du film, on voit Damien, et Blanche. Blanche a envie de Damien et elle le fait savoir en le caressant et même elle voudrait que Damien propose d'autres choses dans leur rapport amoureux, dans leur rapport sexuel. Et lui, il n'est pas à l'aise. Bon. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à s'épanouir? Je ne sais pas si le verbe est approprié. Dans ses rêves. C'est-à-dire dans cette rencontre avec Ariane, qui ensuite va se matérialiser. On ne sait pas trop s'il rêve ou s'il cauchemarde, mais en tout cas, il est ailleurs. Et le film, de plus en plus, se resserre autour d'eux. C'est-à-dire qu'on ne voit pratiquement plus les autres, à part quelques moments. Et donc déjà, d'une part, cela. Et puis deuxièmement, je rebondis sur ce que tu disais, parce que tu voulais à la base que ça soit un long métrage. Mais je me pose la question, est-ce que ça aurait pu réellement être un long métrage? Parce que comment tu aurais pu tenir pendant, on va dire, 1h30, d'accord, sur un film où à un moment, le film se resserre viscéralement, physiquement, autour de ces deux seuls personnages. Le dernier plan, qui est d'une beauté incroyable dans ce que l'on voit, mais surtout dans ce que dit Damien à Ariane, c'est très beau. C'est deux, il n'y a que eux, ces deux-là. Et plus on avance, et plus on s'aperçoit que le film ne sera que un film qui montre une personne peut-être, ou alors deux personnes. Et je me posais cette question-là. Donc le rapport à cet épanouissement sexuel dans les rêves, et puis deuxièmement, un film qui se resserre finalement autour de ces deux personnages. Écoute, moi je parlerais volontiers de Crash par exemple, parce que bon, évidemment, il y a plein de choses qui ont sauté dans le récit, tout n'est pas raconté. Il y avait un univers beaucoup plus large et qui d'ailleurs incluait la question un peu d'un dérèglement du monde, où que j'ai essayé de garder un petit peu sur cette présence des dysfonctionnements dans le travail de Blanche. Cette histoire s'intégrait dans un univers plus large, les relations familiales, enfin, tout était plus exploré, donc tout simplement ça, c'est la même chose mais de manière plus ample. Et puis oui, vraiment moi ce à quoi je pense c'est Crash, qui est un film que j'ai vu quand j'avais 19 ans, 20 ans, qui m'a énormément marqué, que j'ai revu plusieurs fois depuis, et en le revoyant notamment, ce qui m'a énormément frappé, parce que le cinéma, maintenant, on s'habitue à ce qu'il soit de plus en plus pléthorique, c'est la simplicité du film. Et à quel point il y a peu de choses dans les situations.
à quel point il travaille la répétition, l'isolement entre les personnages, etc. Moi, je pense que c'est parfaitement tenable. Il faut que ce soit nourri, évidemment, mais ou un autre film que j'aime énormément, qui est Shame, pour les deux films autour de la sexualité, je trouve qu'ils travaillent comme ça, l'un et l'autre, l'obsession et la répétition d'une manière absolument passionnante, et qu'en fait, on a besoin que ça se resserre autour du personnage principal, autour des personnages centraux, enfin, parce qu'il y a l'obsession à avoir avec ça. Donc, je pense que ça aurait pu tenir. Ce qui aurait été plus difficile, c'est sur la question justement de l'incarnation, réalité, hantise, cette espèce d'équilibre, de faire que ça soit pas totalement réaliste. Ça, c'est hyper difficile à tenir dans un film et sur la durée. Et c'est vrai que moi, dans La Nuit, c'est soutenu et facilité par le dispositif de récit. Donc il y a une difficulté que j'ai pas affrontée, et je sais pas comment je sais pas comment j'aurais réussi enfin comment aurait été le film, quoi. Mais c'est sûr que ça aurait été très difficile de ce point de vue-là. Disons l'exemple princeps, c'est Laura de Preminger, Oui, on y pense. mais c'est c'est pas la même époque. Justement, on n'a pas du tout le même rapport de croyance et d'incarnation avec les films de cette époque qu'avec nos films aujourd'hui. Donc ça pose pas les mêmes difficultés. Donc ça aurait été réellement difficile. Sur le fait de se resserrer petit à petit sur les deux personnages, ça, je crois que c'est en fait pas une difficulté. Et je sais plus. Tu as dit une autre chose à laquelle je voulais absolument réagir, mais je ne sais plus ce que c'est. L'épanouissement sexuel dans les rêves? Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, je vais essayer de pas être trop psychologisante au sens de rabattre complètement. Mais l'idée, c'était de considérer que... comment je peux le formuler? Je prends un personnage qui reste un peu en retrait de sa sexualité dans la vraie vie, et qui a toujours été un peu en retrait de sa sexualité. Je pense que c'est quelque chose d'hyper répandu, et ça m'intéresse. Ça m'intéressait de mettre le doigt là-dessus. Et je dis, pour que s'ouvre le champ de la sexualité, il faut que ça vienne d'ailleurs. Ça peut pas venir de manière autonome, en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un bouleversement. Donc, quelque chose du rapport avec sa femme, sa famille, la situation, etc. bouge. Et c'est comme si ça ouvrait une faille où le fracas du monde et le fracas du monde intérieur pouvaient arriver. Le fracas du monde intérieur s'incarne dans une revenante qui, elle, a besoin de revenir. Je le dis un peu en suivant les codes du film de fantôme, quoi. Donc, quelque chose travaille chez Damien et quelque chose travaille chez la revenante Ariane, et ça se croise. Et c'est, en fait, qu'est-ce que c'est, à mon avis, qu'une histoire d'amour et une rencontre sexuelle? C'est quand, justement, deux choses inconscientes travaillent l'un et l'autre et réussissent à s'articuler. Et c'est là que quelque chose s'ouvre. Et peut-être que pour Damien, ça n'est possible ça n'est supportable de se tourner vers ce fracas intérieur qu'en rêve, parce que sinon c'est trop effrayant. Puis en fait, le rêve se met à prendre un peu plus de place, peut-être. Alors, il y a une question, mais elle est c'est un peu chiant de la poser parce que j'ai l'impression que je sors un peu du cinéma et de la critique de cinéma, mais il faut quand même que je te la pose. En plus, tu m'as tendu la perche. Tu as cité deux films, tu as cité Crash, qui est un film de 96, donc il y a 30 ans de cela. Je pense que c'est important de préciser ça. Et Shame de Steve McQueen, il y a à peu près 15 ans de cela. Le film a été fait en 2011, je crois, 2011-2012, à vérifier. Ce sont deux films réalisés par deux hommes. Bon, là, tu vois où je veux en venir, je pense. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas se poser la question. Il y a une évolution au niveau de la société, à juste titre, je l'entends bien. Et bien évidemment, s'il y a une évolution dans la société, il ne peut y avoir qu'évolution dans le cinéma. Le cinéma est censé représenter la société, etc., etc., etc. Des choses un peu basiques, mais quand même. Et je me suis posé la question, mais parce que cette question, elle est venue à moi, elle a duré 2-3 secondes. J'avais honte qu'elle soit là. Je me dis, bon,
Je vais lui quand même la poser. Je vais la lui poser. C'est, si la nuit avait été réalisée par un homme et les plans sont les mêmes, il y a juste une chose qui change. On enlève Marina Deak et on met le nom d'un homme. Aujourd'hui, comment le film peut être reçu? Moi, j'ai envie de te répondre par une question inverse. Est-ce que tu penses que La Nuit aurait pu être réalisée par un homme? Parce que, en fait, et je pose vraiment la question. Je sais pas. Moi, je suis partagé par deux réponses. La première, c'est je m'en fous. Mais je peux pas te dire ça parce que comme ça m'est traversé, j'ai eu cette venue vers moi et je me suis dit, il y a des moments, je pense que oui. Pourquoi? Parce que dans certaines scènes de sexe, j'ai l'impression que c'est plutôt le point de vue de l'homme et que la femme, elle dépend de l'homme. En tout cas, j'entends bien Ariane. Oui, de fait, puisque son existence, en l'occurrence, dépend. Dépend de lui. Moi, je me suis pas un instant posé la question. Enfin, je me la suis posée très concrètement parce que sur les points de vue de financement et sans doute, je pense, de diffusion. Mais disons, je me suis pas du tout. Comment je peux le formuler? Moi, je suis une femme. C'est en tant que femme que j'ai absolument voulu raconter cette histoire. Et j'ai absolument voulu raconter cette histoire parce que j'avais l'impression que ça racontait un truc de femme. Depuis mon regard de femme, qu'est-ce que je vois des hommes? Et de leur rapport au désir, et de leur peur, etc. etc. Et que ça, moi, j'ai l'impression que ça me concerne. Donc, et en tant que femme qui considère qu'elle est du côté du féminisme, de l'émancipation mais que pour autant, ça ne veut pas dire que les hommes ne m'intéressent plus et que ce qui se passe pour les hommes ne m'intéresse plus. Au contraire, je trouve qu'il y a quelque chose de comment eux ils vivent les choses face à des femmes qui sont libérées, qui m'intéressent beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Et comment on explore ça? Ça, c'est une première réponse. Donc, je me suis jamais posé la question de la légitimité de ça, puisque moi, ça me paraissait important en tant que femme, précisément en tant que femme. D'autre part, j'aurais tendance à dire de manière plus générique que pour moi, oui, j'ai cité des films d'hommes parce que c'est ces films-là qui m'ont construite, mais petit à petit, des films de femmes se mettent à me construire aussi. Enfin, voilà, moi j'ai été construite par ce que j'ai vu et que des hommes m'ont permis d'entrer dans la psyché de femme de manière extraordinaire, que je pense qu'en tant que femme, on peut entrer dans la psyché d'homme. Enfin, je trouve qu'en fait, qu'en tant qu'artiste, vraiment cette phrase de Renoir de rien de ce qui est humain ne m'est étranger, moi je la revendique totalement avec toute la prétention, l'arrogance que ça implique, mais je trouve ça hyper important mais tout simplement parce que moi, quand je vois un film ou quand je lis un roman, je suis un homme si c'est un personnage d'homme, je suis une femme si c'est un personnage de femme. Ça me permet, j'ai l'impression de devenir la personne dont on me raconte l'histoire et du coup d'avoir plusieurs vies. Et c'est une des choses que j'aime dans la chose artistique. Donc je pense que y a rien à s'interdire. Maintenant, la manière même dont le film est tourné, etc. Je pense c'est quand même très mise en forme par le fait que je suis une femme à ma manière, enfin voilà. Mais par ailleurs, je pense que tu as raison, d'un point de vue plus sociétal, ça aurait été difficile pour un homme de défendre le fait qu'il avait ce projet. Je pense que c'est plus facile de le faire passer du fait que il y a quelque chose d'inattaquable. Je dis bah non, évidemment c'est pas sur ça ne défend pas la domination masculine puisque je suis une femme, donc je peux pas défendre. Cela étant, il y a eu certaines difficultés de financement de ce fait, et du fait, par exemple, de montrer des relations sexuelles hétérosexuelles et qui ne soient pas, alors pour dire les choses crûment, c'est plutôt centré sur la pénétration, c'est pas que des histoires de cunilingus ou quoi, donc c'est pas une espèce d'ode à ce qui serait une nouvelle sexualité féminine, donc ça a pu être traité de mise en scène réactionnaire de la sexualité. Je pense que ça fait partie des difficultés de circulation du film. D'une part parce que quand même on montre de moins en moins de scènes de sexe de manière générale, et d'autre part parce que celles-ci sont tournées du côté de l'homme, c'est vrai.
Mais je pense qu'il faut, en tout cas moi la manière dont je le vis, c'est je ne peux vouloir tourner que les histoires que je veux tourner, et parce que j'y cherche quelque chose qui, et finalement ça fait revenir au début de la conversation, qui à mon sens est complètement investi par les questions du contemporain, mais à ma manière. Et si c'est pas à ma manière, ben c'est pas la peine que je le fasse en fait. Et donc j'ai envie de continuer à défendre ça en disant moi, d'un point de vue féminin, féministe et psychique, sociétal, contemporain, je pense que ça vaut vraiment la peine de regarder du côté des hommes en tant que femmes. On a l'impression que c'est pas le bon geste féministe. Je pense que c'est une erreur, mais je peux dire que ça. Je suis obligée de tracer mon sillon en fait. Ça me fait aussi doucement rigoler parce que on s'est, enfin, t'as connu mon travail par Poursuite. Poursuite, ça a été fini il y a 16 ans. Ça choquait tout le monde parce que c'était trop féministe. Et que féminisme, c'était un mot qu'on prononçait pas à l'époque. Ouais. Donc, bon, comment dire, il y a 1000 manières d'aborder les choses. Et je pense que plus on est libre de les aborder, plus on est prêt à être troublé et plus ça enrichit la chose. Faut pas la fermer, il faut l'ouvrir, quoi. Voilà. C'est ma manière de répondre à ta remarque. Non, mais parce que c'est arrivé. Voilà, en regardant le film, j'y ai pensé. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques secondes, et je me suis dit, je me suis quand même posé la question est-ce qu'il faut en parler ou pas. Je me suis dit oui, parlons-en un peu. Et d'autant plus que la veille, j'avais fait une émission avec François Bégodeau où on a parlé de Kelly Reichardt, qui est quand même une cinéaste qui a une manière de regarder les hommes qui est juste extraordinaire aussi. Donc, ceci répond à cela pour le coup. Une dernière question, je ne pouvais pas ne pas te la poser. Là, par contre, celle-là, c'était sûr. Il fallait que je te la pose. La musique, Grégoire Le Touvet. Et ça, il faut qu'on parle de la musique. Parce que je n'aime pas faire de comparaison, mais tu le sais, tout comme toi d'ailleurs, nous sommes cinéphiles. Parce que j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que je crois depuis un certain temps, tu ne le fais plus, je crois. Mais sur Facebook, sur ton propre compte, des critiques de cinéma, enfin voilà, tu regardes les films et tu écris là-dessus. Et ça, c'est important. Et cette musique de Grégoire Le Touvet qui est incroyable, m'a renvoyé, même s'il y a, même si, comment dire, cette musique, cette composition est propre à ton film, point. C'est ton univers. Mais il y avait des moments, ça m'a renvoyé sur le côté inquiétude, étrangeté, fantastique, à certains films de Chabrol, tu sais, les derniers films de Chabrol, de Claude Chabrol, avec cette musique toujours un peu particulière et qui nous rappelle constamment que peut-être la société ou le monde dans lequel on vit, c'est peut-être un monde un peu surréel et fantastique, mais au sens premier du terme, des choses bizarres dans le réel. Et je trouve que cette musique est extraordinaire aussi. Donc, très simplement, comment Grégoire arrive dans ce processus de création? Alors vraiment, bravo à lui. Moi, je suis d'accord. J'aime énormément cette musique. La comparaison avec les derniers Chabrol, je les connais très mal, donc je peux rien en dire. Mais sur la teinte fantastique, évidemment, c'est sûr que ça travaille quelque chose de ce côté-là. Fantastique et romanesque au sens de romantique. C'est-à-dire que l'envie, c'était aussi vraiment de sortir les violons et d'assumer l'émotion sans être dans la parodie, sans être dans le deuxième degré, mais tout en ayant une certaine distance, parce qu'en même temps, on était du côté du fantastique. Et le fait est, sur Arte, en ce moment, il y a les Arte TV, il y a des Chabrol des années 70 que vous n'avez jamais vus, et qui basculent complètement du côté vraiment, dans le genre fracas intérieur. Les films sont extraordinaires, quoi, entre les Noces rouges et la rupture. Enfin bon, bref. Et la musique. D'accord, La musique m'a vraiment impressionnée aussi. Grégoire Le Touvet, je l'ai rencontré parce qu'il a travaillé plusieurs fois et c'est un ami de Thomas Fourel qui a été un complice de A à Z sur le film, qui est ingénieur son, monteur son et mixeur et qui travaille avec moi depuis Poursuite et qui a en partie pris en charge aussi la production de ce film-ci. Il en a fait tout le son. C'est un film où le son est très travaillé parce qu'il est complètement reconstruit et où la bande son tient
comme on l'a dit, toute la fiction. Donc c'était vraiment un complice et un partenaire extraordinaire. Et c'est lui qui a amené Grégoire. Grégoire a été très généreux parce qu'il a permis qu'on travaille avec des... Alors je sais plus comment ça s'appelle. Moi, c'était la première fois que je travaillais avec une composition originale. Et en fait, la question, c'est toujours avant ou après montage. J'ai besoin de travailler avec la musique pendant que je monte parce que ça influe complètement le rythme, les réactions. Donc, une fois qu'on a monté, c'est extrêmement difficile de toucher à cette musique. Donc, on a fait des allers-retours constants, mais c'était toujours sa musique et lui. Il a été super. Je peux que faire sa pub et je trouve qu'il a vraiment effectivement inventé quelque chose avec une tonalité à la fois très classique et très spécifique. Donc je suis très contente. Donc je suis vraiment très contente que tu l'aies remarqué et que tu le nommes parce qu'il a fait un super boulot, quoi. Et bah, tu sais, comme dans les films c'est comme dans les films de François Truffaut, parfois tu as un moment, tu as Antoine Denel comme ça qui achète un vinyle d'une musique de film. Si la musique de ton film existe en vinyle, moi je suis preneur, hein, je le prends. Je prends le vinyle. Eh ben, écoute, on va passer l'idée à la production, hein, et c'est une très bonne idée. Mais je suis heureuse pour lui et pour le film et voilà, pour la qualité du travail, en fait. Voilà. Bon. Donc, merci beaucoup. Cas, on devait faire 45 minutes. Là, bien bientôt, on va approcher les 52 minutes, c'est-à-dire la durée de ton film. D'accord. Tu nous promets, lorsque tu en sais davantage sur les dates de programmation de ton film, n'hésite pas à me le faire savoir et bien évidemment, ce sera partagé sur le réseau. Mais comme on est sur Microciné, le plus important, c'est de parler des films, même si parfois les films sont un peu inaccessibles. J'entends pas par là au niveau de la forme du film, mais tout simplement au niveau de la logistique de la programmation. En tout cas, je suis très content, Marina, que tu aies accepté cette configuration-là. C'est pas évident et que tu aies joué le jeu et c'était un plaisir. Et dès qu'on en sait un peu plus sur les dates, bien évidemment, je vous tiendrai informé. En tout cas, merci à toi. C'est toujours un plaisir et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Hein. Pareil. Au revoir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.